maître formateur certifié en agroécologie. Donc, bien avant de lui donner la parole, je vais présenter Adam Sonia.green pour ceux qui viennent pour la première fois d'assister à notre session. Slide. Donc, du coup, Adam Sonia.green est une association sénégalaise à but non lucratif qui croit que toutes les organisations peuvent fournir et offrir des services durables. Donc, nous sommes également convaincus que la population peut arrêter ses comportements et s'engager dans une consommation écologique. Dans ce cadre, nous avons 4 axes de travail, à savoir l'implantation de solutions green, la sensibilisation de la communauté, le soutien aux entreprises et la plaidoirie gouvernementale. Nous avons aussi besoin de données pour implanter des solutions. Dans ce cadre, nous faisons des audits de marque et l'évaluation des déchets qui nous ont permis de connaître 2 chiffres essentiels. Après avoir fait les audits de marque, nous avons constaté que 95% des déchets que nous trouvons dans la rue sont plastiques, dont la majorité est à usage unique. Et pour les évaluations des déchets, nous avons constaté que 50 à 70% des déchets ménagers sont organiques. Slide. Dans ce sens, nous, Adam Sonia développe pas mal de projets à ceux qui sont accentués sur 2 axes, le réemploi et la gestion des déchets organiques. Le réemploi, nous avons pas mal de projets que nous sommes en train de mettre en place. Le premier, c'est l'accompagnement des organisations pour un événement zéro déchet. Nous avons également aussi un projet sur les sacs réutilisables dans les boutiques, un projet sur les tasses réutilisables pour les vendeurs de café Touba. Nous sommes aussi sur un projet que nous souhaitons mettre en place en 2025 sur les contenants réutilisables pour la vente à importer ou livraison pour les restaurants. Je pense que Oumar a un souci de connexion. Farima, tu veux continuer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Farima Tidjani, la coordinatrice de l'association. En gros, on a fait 2 observations quand on a fait la situation de base. On a fait une situation comme quoi les déchets qu'on ramassait dans la rue, c'était majoritairement des déchets en plastique. Et donc, on a dit qu'on allait mettre en place des systèmes de réemploi pour ne plus avoir à gérer ces déchets. Et la deuxième chose, c'est que dans nos maisons, on a encore beaucoup de déchets organiques. Et du coup, on a dit qu'on allait mettre en place des projets de gestion de déchets organiques pour qu'on sache comment les gérer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a la série de webinaires pour lesquels on est là aujourd'hui. Les prochains webinaires, aujourd'hui déjà, on a l'agroécologie. La semaine prochaine, Zéro Déchet Sénégal nous explique c'est quoi son projet compost dans les restaurants. On va après avoir un ramasseur de Meubus. On en a déjà eu un, mais là, on a un qui gère vraiment le compost à Meubus et qui en vend même. Et d'ailleurs, juste après, on va faire la visite de Meubus. Donc, pour s'inscrire à tout ça, vous avez les différents QR codes qui sont là et on va vous mettre les liens dans le chat. Omar. Merci beaucoup, Farima. Il y a la connexion qui me faisait défaut. Donc, du coup, avez-vous des questions? Oui, Kadia. Kadia, tu es avec nous? Bonsoir, au revoir. Bonsoir, Farima, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, hein. C'est mon téléphone qui dérange, mais je ne vais pas prendre parole. Pour le moment, ça va. D'accord, merci beaucoup.
Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole au professeur Malick Sow pour commencer la session. J'ai pas encore expliqué le marathon compost. Excuse-moi, tu étais déconnecté. Ah, d'accord, vas-y. Tu peux y aller? Sinon, tu peux continuer comme j'avais un souci de connexion, mais bon, ça va. Ok, Donc, du coup, vas-y. Donc, du coup, par rapport aux déchets organiques, on a aussi deux projets. Mais la finalité, c'est un seul projet. On veut installer des composts dans les quartiers. On veut éviter que le compost aille jusqu'à Bebus, aille jusqu'aux décharges non contrôlées et aille polluer, et alors parce qu'il est mélangé avec les autres déchets. Et on veut au maximum que ces composts soient gérés à côté de nos maisons, à côté des endroits où on les produit. Et pour ce faire, on a commencé par attaquer une cible facile, c'est les écoles. Donc, on cherche le maximum de bénévoles qui seraient motivés pour suivre la sensibilisation dans les écoles pendant 1 an. C'est une visite par mois, sauf au début où on va aller un peu plus souvent. Et pour faire des sensibilisations pour lesquelles on va former le bénévole ou il va être appuyé par d'autres personnes et on va installer un compost dans l'école. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une école à côté de chez vous, si vous avez un enfant que vous déposez à l'école, pour pouvoir participer à ce marathon compost, pour pouvoir installer le maximum de compost dans les écoles au Sénégal cette année. Donc, du coup, voilà, je passe du coup la parole à professeur Malick Sow, que je connais seulement par WhatsApp. Bonjour, professeur, enchanté, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation et je vous passe la parole. C'est avec grand plaisir, merci beaucoup. Alors, moi, c'est Malick Sow et je suis praticien en agroécologie. Après, on verra pourquoi praticien. Je suis maître formateur également certifié dans le domaine. Et là, aujourd'hui, avec nos amis d'enseignants, on va essayer de vous expliquer le principe du système agronomique zéro déchet, qui est en fait l'agroécologie en un mot. Nous, on pense que la seule façon de faire cette façon de faire, c'est tout simplement de copier la nature. Bon, parce que nous, j'entends tantôt parler du compost, Farima parler de compost, mais en fait, le compost n'est rien d'autre que l'humus, parce que l'humus est conçu par la nature, et nous, on construit le compost en imitant la nature. Et de la même manière que l'humus se construit, si vous allez par exemple en forêt ou quelque part dans un champ où la terre sous l'arbre n'a pas été touchée quelques années, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver qu'il y a une végétation, c'est ce qu'on voit, mais quand on enlève la végétation, la biomasse, on verra qu'il y a une terre noire. Et la terre noire, quand on l'enlève, on verra qu'il y a des racines qui sont tout autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plante que nous voyons là-bas ne fait qu'une chose chaque année, elle se débarrasse de ses feuilles. Et quand elle se débarrasse de ses feuilles, avec la pluie, ces feuilles et d'autres éléments organiques vont jouer un rôle et cette partie-là va se décomposer. Et cette partie se décompose avant que l'année qui vienne, la plante fait encore tomber des feuilles pour créer une protection sur cette masse. Et au moment des précipitations, le sol s'humidifie, l'humus prend de la volume et libère les éléments chimiques et organiques qu'elle contient, et ce qui fait que la plante fait pousser des racines en haut pour puiser justement cette nourriture. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'homme maintenant, ayant constaté ce mécanisme, reproduit exactement la même chose, pose des feuilles d'arbres, pose encore la biomasse, pose d'autres éléments organiques afin d'avoir la même configuration qui est l'humus. Voyons l'humus, voyons le compost, c'est la même configuration qui joue exactement la même chose. Seulement, le problème, c'est qu'on a l'humus, on a le compost, on le produit comme nous le voyons, on le garde
également, même quand vous voyez ceux qui font, s'ils sont sérieux, qu'ils font du compostage, pour la plupart du temps, c'est protégé. Et quand le compost également est extrait, c'est aussi protégé. Mais curieusement, quand le compost est utilisé, c'est laissé à l'air libre. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que l'azote qui se trouve à l'intérieur du compost va s'évaporer. Et du coup aussi, à l'absence de végétation, c'est-à-dire à l'absence de protection, alors le soleil va déshydrater le compost, ça va être de la poudre et qui sera dissipée de part et d'autre, donc ça ne servira à rien. Donc, on va essayer de voir maintenant, avec cette logique, comment est-ce que nous pourrons utiliser rationnellement le compost une fois qu'on l'a produit et comment on pourra lui demander de nous fournir l'ensemble de son potentiel, tant en termes de rétenteur d'eau, tant en termes de diffusion également des nutriments qu'il possède pour que la plante puisse l'utiliser. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, nous voyons là, après avoir réglé le problème de la graine, on va y revenir. La première composante pour faire de l'agriculture zéro déchet, c'est de se considérer que le sol a besoin d'éléments organiques pour vivre. Parce que quand le sol a de la matière organique, tout de suite, la vie qui s'y trouve va être activée. Et de ce point de vue, il y aura énormément de complexité dans la rhizosphère de la plante. Et à l'intérieur de cette couche-là, comme vous le voyez, il y a deux couches. La première couche, trois couches, je dirais. La première couche, elle est un peu grisâtre. La première couche, elle est violacée. Et en bas, on voit que c'est une autre couche. Maintenant, le compost permet de garder de l'eau à proximité des racines. Le compost aussi, qui est l'humus, permet aussi de libérer tout ce qui se trouve à l'intérieur au profil de la plante. Il suffit maintenant, pour comprendre ce que je dis, de prendre une poignée de compost, une poignée juste de compost, de le mettre dans une bouteille transparente et de secouer. S'il secoue, il se rendra compte que l'eau vive du couleur claire à une couleur assez sombre. C'est cette couleur sombre que vous avez vue dans l'eau qui sera le nutriment dont la plante aura besoin, qui seront peut-être des éléments que nous n'avons pas d'outils d'analyse concrète pour l'analyser, mais ce qui est sûr et certain, c'est des outils, c'est des substances dont la plante a besoin pour sa survie, son développement ou bien ses réserves. Ben, ce qui reste que nous voyons, il suffit de l'extraire et d'essayer d'en faire une poignée et de le presser. On voit que ça fait couler de l'eau. Donc, le compost a la capacité de séquestrer 5 à 6 fois son volume en eau. Ça veut dire que si j'ai une poignée de compost et que je le mets dans l'eau, cette même poignée va se dilater à 7 fois sa taille. Et toute cette fois-là, c'est de l'eau. Donc, pour que ça soit donc logique, il ne faut jamais mettre le compost au-delà de 25 cm. Ça ne sert à rien. Le compost doit être toujours mis sur les 15 premiers centimètres du sol pour garder de l'eau disponible, accessible pour la plante. Slide suivant, s'il vous plaît. Et là, nous constatons aussi une technologie bien utiliser l'eau. Des technologies comme le paillage, l'agriculture couverte réduisent les besoins en eau des plantes. On le disait tantôt dans les coulisses, il est aboli de faire de l'agriculture à découvert. Si je devrais faire de l'agriculture à découvert comme le schéma que nous voyons là à côté, faites tout pour pailler le dessous. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, au début, comme nous connaissions l'environnement, le soleil commençait à s'intensifier à midi. On disait que le soleil est à midi. Mais depuis l'avènement des changements climatiques, on se rend compte que le soleil s'intensifie de 9 h jusqu'à 15 h. Et nous savons pour des problèmes X, dès que la plante sent la pression du soleil, il y a un mécanisme qui va se passer de photosynthèse, nous le voyons. Donc la photosynthèse commence très vite. Donc la plante arrête tout de suite de s'alimenter, arrête tout de suite d'utiliser ses facultés pour de nutrition. Maintenant, si
le soleil exerce sa pression dans le sol, l'eau qui s'y trouve s'évapore. Le soleil exerce encore sa pression sur la plante se déshydrate. Alors, quand durant 9 heures, de 9 heures à 15 heures, durant tout ce temps, la plante et le sol n'ont pas arrêté d'être agressés, après que cette phase-là est passée, ben, naturellement, la plante va chercher à se soulager, comme si en fait elle avait jeûné, elle va se dire maintenant il est temps de couper, je vais manger. Mais le problème, c'est qu'il ne va rien trouver. Il ne va rien trouver à moins que la personne irrigue. Et s'il irrigue, ce qui va se passer, le sol, avant de restituer à la plante, mais le sol d'abord va chercher à régler le problème de déshydratation, donc tout le temps qu'elle a subi durant les heures dont je viens de parler, Énumérala va exercer sur lui. La plante également, avant de faire des réserves, elle va devoir également créer, restituer les cellules, c'est la disparité des cellules dont les démanges que ces cellules viennent de subir. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme qui va faire que la plante ne va ni mourir, ni aussi évoluer et qui sera stagnée de cette manière, sachant que la plante, c'est des tomates, c'est des piments et peu importe, de toute façon, c'est des légumes, ils ont un temps. Et s'ils arrivent maintenant au moment où réellement la phase finale arrive, ben, elles vont tout naturellement sortir des fleurs, tout naturellement, mais ces fleurs, ce pas des fleurs qui seront caduques, qui seront fertiles, c'est des fleurs que la plante va plus sortir parce que c'est le temps de faire des fleurs. Et c'est le temps également de terminer mon cycle et partir. Alors, voilà un site, je ne sais pas combien d'hectares ou combien de surface ça sera, mais ce qui est sûr, c'est que ce monsieur n'aura rien. Parce que simplement, il n'a pas su gérer le problème climat dans son programme. Slide suivant, s'il vous plaît. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il faut promouvoir la diversité dans ce type de culture dont je vous évoque tantôt. Et associer les cultures permet une production plus importante et de faire plusieurs cultures. Tantôt, je vois des gens qui mettent du pois d'Angole quelque part parce que l'agroécologie l'a évoqué. Tantôt, je vois des gens qui utilisent du basilic parce que l'agroécologie l'a évoqué. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Le pois d'Angole, oui, l'agroécologie l'évoque constamment, mais l'utilité du pois d'Angole, c'est que c'est une légumineuse. Et comme toute légumineuse, elle est censée produire de l'azote à cause de ces bactéries symbiotiques. Donc, quand on l'a dans un champ, on peut l'utiliser en haie pour jouer le rôle de brise-vent, mais on devrait utiliser le service que ça fournit parce que le rôle symbiotique de ces bactéries, c'est qu'ils vont demander à la plante quelque chose et en contrepartie, ils remettent quelque chose à la plante et c'est ce que la plante remet justement, les bactéries remettent aux plantes, c'est de l'azote. Donc, dès lors que j'ai des pois d'Angole en ligne, je dois essayer de faire de part et d'autre des deux le côté latéral, décompacter ces parties et faire là-bas des cultures comme des légumes feuilles, des choux, des laitues, des choses du genre. Parce que simplement, la nature vient tout naturellement de m'offrir de l'azote gratuitement. Je ne devrais pas m'en priver. Donc, ça ne sert à rien, dans ce cas, de faire par-ci, par-là un pois d'Angole, juste parce que l'agroécologie l'a évoqué. Non, il faut le mettre d'une manière pour que le service que fournit le pois d'Angole puisse être opérationnel. C'est comme dans un champ de cadre. Dans un champ où il y a beaucoup de cadres, on se rend compte, pour ceux qui vont en hivernage dans les champs, ils se rendent compte que l'arachide ou bien le mil ou toute autre culture qui se trouve sous les cadres ont effectivement une bonne végétation et produisent beaucoup plus. C'est parce que en dessous de la frondaison, il y a ces bactéries symbiotiques qui agissent pour la plante et dont le service que la culture va faire sous les cadres, il produit et pour profiter justement des services écosystémiques que la plante légumineuse remet au terrain. Donc, c'est ainsi que nous devrions faire en fait pour le pois d'Angole aussi. Au lieu de le mettre à 1 mètre, non, mettons-le à 50 cm, 50 cm. Ça, les racines vont
entrer en concurrence. Et comme les racines vont entrer en concurrence, ça va faire beaucoup de nodules. Et l'ensemble des nodules souterrains, c'est beaucoup d'azote. Et ces beaucoup d'azote me permettront maintenant de réutiliser en dessous pour utiliser soit, comme je l'ai dit tantôt, une association avec d'autres espèces qui sont gourmands en azote, ou simplement de réutiliser ce sol-là pour peut-être quand je fais mes pépinières, le couvrir sur mes tranchées ou des choses du genre. Pareil aussi, ce n'est pas pour rien que le basilic a une forte odeur. Ce n'est pas pour rien aussi que le citronnelle a une forte odeur. Ce n'est pas pour rien aussi que l'œillet d'Inde également a une odeur. Mais il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Quand je surprends, par exemple, l'œillet d'Inde, quand je surprends le citronnelle et que je me pense pour essayer de sentir l'odeur, eh bien non, je ne sens rien. Je ne sens rien parce que la plante n'est pas agressée, justement. Ça ne sert à rien, ça, je ne sens rien. Donc, pour profiter du bienfait de ces plantes qui ont une odeur, il vaudrait mieux les mettre du côté du vent dominant. Quand on les fait du côté du vent dominant, le vent va fouetter les feuilles et le molécule va se dégager et ça sera diffusé à l'intérieur du champ. Et dès lors que ce molécule est dégagé à l'intérieur du champ, elle joue un rôle d'insectifuge. Donc, les insectes ont peur, n'apprécient pas cette odeur et ils vont également aller ailleurs. Et l'habitude de ces insectes, c'est des insectes piqueurs-suceurs. Et les insectes piqueurs-suceurs, pourquoi ils sont dangereux? Parce que non seulement ils me prélèvent la sève de la plante, mais ils inoculent encore les virus. Et une fois que les virus sont installés, maintenant, c'est plus simplement la plante qui a un problème, mais désormais, c'est cette plante qui devient vecteur dans tout mon champ. Donc, contrôler les insectes piqueurs-suceurs avec une plante insectifuge, d'abord, me permet de ne pas du tout me faire piquer par les insectes piqueurs ne vont pas du tout intervenir dans mon champ, mais encore mieux, ça m'éviterait à la longue que mon site soit attaqué des virus. Pareil aussi pour l'association culturelle. Par exemple, là, vous voyez bien que vous avez vu niébé et aussi du mil, du maïs. Ça, c'est une association très intéressante parce que le maïs aura à protéger le niébé, mais le niébé favorise encore de l'azote et cet azote profite encore au maïs. Donc, il va falloir donc, pour celui qui veut faire de l'agroécologie, essayer de se renseigner quelles sont les interactions possibles, quelles sont les associations possibles et surtout intégrer dans son champ des massifs florales. Ces massifs florales, c'est des plantes à fleurs parce que dans ces plantes à fleurs, c'est un peu pour appeler les abeilles. Je ne peux pas faire des concombres si je n'ai pas du tout, dans ce contexte actuel, une compétence pour faire l'autopollinisation. Je ne peux pas également faire des concombres et prétendre avoir beaucoup de concombres si je n'ai pas à côté des espèces de plantes qui vont un peu jouer le rôle d'appât pour les abeilles et les pollinisateurs pour que ceux-ci également puissent m'aider pour la pollinisation. Voilà un peu des idées assez simples qui permettent à quelqu'un qui est dans l'agroécologie d'utiliser la biodiversité, mais d'utiliser aussi la connaissance des interactions qu'elle a de la biodiversité qui lui permettrait maintenant de produire plus et avec moins d'efforts et moins d'intrants chimiques. Slide suivant, s'il vous plaît. Et bon, ça, c'est utiliser la bonne semence, éviter les OGM, bien sûr. Et les semences que vous voyez là, c'est 3 critères pour démontrer que le passage à l'état graine, à l'état plante est irréversible. Si vous voyez du côté gauche au côté droit, on voit une graine qui semble pousser, mais également on voit que plus on avance, plus on voit que les cotylédones sont rétrécis et on voit qu'il y a la feuille a une masse. Donc ça, c'est pour dire que une graine, par exemple, que j'ai aujourd'hui à terre, qui est en tout cas une graine paysanne, comme on dit chez nous, c'est une graine qui a l'ensemble des traces et caractéristiques du milieu qu'il a été cultivé. Ça veut dire que si la plante
a eu à supporter des intempéries, elle a transféré ça à la graine. Ça veut dire aussi que si la plante a eu à supporter quelques attaques, elle a eu à transporter des graines, comme aussi si la plante a été pulvérisée avec des semences, avec des produits chimiques et autres également, voilà que la plante aussi le transfère à la graine. Donc, pour l'agroécologie, il est indispensable d'être autonome en semences, donc d'avoir des compétences et des informations concrètes pour comment est-ce que je pourrais produire mes semences et comment est-ce que je pourrais être autonome en semences pour ne pas dépendre de l'extérieur. Parce que s'il faut chaque fois que je vais à l'extérieur pour aller me ravitailler en semences, ça veut dire que je ne suis pas en fait libre dans mes actes. Parce que s'il décide de ne pas me vendre des semences, eh bien, je ne vais pas seulement produire. Donc, s'il est devenu donc important, impératif pour celui qui est dans l'agroécologie ou bien dans notre système de production, comme on dit, zéro déchet, de ne pas du tout utiliser des semences OGM, mais surtout aussi d'avoir des compétences pour être autonome. Slide suivant, s'il vous plaît. Et aussi protéger les cultures avec les bois naturels. Et là, on voit un système de prédateurs. En fait, c'est un insecte qui mange d'autres insectes. Ça existe. Et déjà, comme l'insecte mange d'autres insectes, ce qui veut dire que c'est un ami. Si je pulvérise ma culture et me dire que simplement je voudrais protéger ma culture contre les agresseurs, ok, peut-être bien que je vais me prémunir contre les nuisibles. Mais en même temps, je suis en train d'agresser les insectes qui me sont utiles, comme ceux que vous venez de voir, la coccinelle, comme aussi les papillons qui pourraient jouer un rôle très essentiel, comme aussi les abeilles. Comme quoi, qu'il est important quand on est dans la logique de cette façon de produire, de connaître les interactions, de savoir également quels sont les produits que je devrais utiliser. Par exemple, le Nîmes, qui dispose à son sein un produit actif qui peut dissuader l'insecte de par son goût, mais aussi qui peut agresser même biologiquement l'insecte à cause de l'azadiractine qu'il y a à l'intérieur. Et cette azadiractine-là pourrait non seulement modifier génétiquement l'insecte qui va plus pondre, ou bien modifier génétiquement l'insecte pour modifier un peu son système digestif et ne pourra plus du tout manger. Et des coups, deux coups, ben, c'est toujours utile. Si l'insecte, par exemple, ne peut pas agir sur la feuille parce que simplement la feuille lui paraît trop amère et va aller ailleurs, si aussi le produit agit sur l'insecte pour justement empêcher sa ponte, c'est encore mieux. Si aussi l'insecte est éradiqué parce que le produit a coupé son appétit, c'est encore mieux. Donc, pour dire qu'il est important pour ce cas de figure d'essayer de savoir et de connaître comment fabriquer mes biopesticides, mais comment encore créer un cadre qui va être utile pour moi dans le cadre de ma production. Slide suivant, s'il vous plaît. Et il faut également, quand on est dans la logique de culture zéro déchet, maîtriser tout ce qui est les énergies renouvelables. Alors, nous avons le soleil qui nous permet d'avoir de l'énergie photovoltaïque. Nous avons le vent qui nous permet d'avoir de l'énergie éolienne. Nous avons aussi d'autres formes d'énergie comme le méthane qui aujourd'hui a été retravaillé parce que le méthane aujourd'hui est une substance qui permet de faire fonctionner des générateurs. Et tout ceci donc interpelle celui qui voudrait faire de l'agriculture zéro déchet, de savoir comment est-ce qu'il pourrait se procurer de l'énergie à partir de notre écosystème, à partir de l'énergie renouvelable. Et on dit souvent que l'agriculture, on en parle, mais l'agriculture aussi cause énormément de problèmes dans l'émission des gaz à effet de serre, bien qu'elle nous aide, mais aussi elle contribue. Raison de plus qu'il est important de réguler la façon dont on la pratique pour autant que possible diminuer ce problème qui nous concerne tous, qui se trouve être le gaz à effet de serre. Slide suivant, s'il vous plaît. OK, et là,
j'ai essayé un peu de vous donner les différentes sources principales sources de gaz à effet de serre. Nous avons l'oxyde de carbone qui représente 76% de gaz à effet de serre, qui est issu de la déforestation et des différents usages de la terre, de l'urbanisation et de l'incinération des déchets et de l'industrialisation et de l'usage d'énergie fossile. Vous voyez là que si, par exemple, je souhaite intervenir en tant que zéro déchet et que je me dise, par exemple, je voudrais agir sur l'oxyde de carbone, ben, je dois favoriser plutôt la reforestation que la déforestation. Dès lors que je milite en faveur du reboisement, dès lors que je milite en faveur de l'agroforesterie, je suis en haut. C'est-à-dire, je suis en train de lutter drastiquement contre les CO2. Et quand je fais, des biodigesteur, et je suis en train de lutter contre la diffusion du méthane qui représente 13% de gaz à effet de serre. Et l'oxyde d'azote émanant de l'usage des engrais chimiques et des fertilisants. Là, par exemple, si je fais, par exemple, des informations, pour avoir des informations qui vont me permettre d'avoir des biopesticides naturels, également d'avoir des biofertilisants et aussi de connaître comment je vais utiliser le vivant pour produire, eh bien, je ne vais pas du tout utiliser tous ces pesticides et tous ces produits chimiques. Et donc, je suis en train de contribuer à l'usage de 5%. Professeur? Oui. On a une question. Oui. Là, il y a dans le chat une personne qui a posé la question suivante. Quels sont les rendements escomptés pour les cultures? Quels sont les rendements escomptés pour les cultures? Ok, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut aller directement sur celui-ci? Allô? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, oui. Donc, je disais que chaque spéculation a ses seuils de rendement. Par exemple, admettons, dans un site donné de tomates, par exemple, hein, dans un site de tomates, par exemple, si j'ai un site de 100 mètres carrés, dans ce site de 100 mètres carrés, je vais déployer l'agroécologie, je vais utiliser la logique du maraîchage. Et le maraîchage, comme je l'ai tantôt dit dans les coulisses, c'est le fait de faire des activités agricoles autour des marais. Le maraîchage, dans le mot maraîchage, il y a le mot marais. L'activité agricole autour des marais. Mais les marais sont connus comment? Les marais sont connus fertiles à cause du microclimat, de la fertilité qui se trouve à ce lieu, parce que souvent, c'est des environnements les plus bas d'un lieu, et qui fait que durant l'hivernage, l'eau vient s'y déposer et avec les sédiments et tout. Alors, le sol devient fertile avec toutes ces matières organiques qui s'y déposent, avec l'eau qui l'amène. Autre part également, c'est humide. Et cette humidité est due par l'écosystème qui s'y trouve. D'abord, le vent n'accède pas très vite là-bas. En plus, aussi, c'est riche. Mais avec le temps, on a perdu cette fonction de marais, mais le maraîchage reste toujours d'actualité. Et pour faire du maraîchage, donc, il faut créer cet environnement. L'environnement de microclimat stabilisé, donc on mettra tout autour de notre 100 mètres carrés une haie de maïs ou une haie, peu importe, mais qui va stabiliser le vent. Et à l'intérieur, maintenant, on va déployer le ZAI qui est une technique de l'agroécologie qui permettrait de faire des trous espacés de chaque 1 mètre, on fait une ligne, et des trous espacés de 50 cm et 50 cm. Et dans chaque trou, on mettra une portion de matière organique. Dans l'optique que ça puisse, l'effet que je tantôt dit va se jouer, parce que je l'ai tantôt dit que une poignée de compost a la faculté de séquestrer 5 à 6 fois son volume en eau. Donc, c'est exactement ce qui va s'opérer dans ces fosses. Et dans chaque fosse, je mettrai un plant de piment.
Et chaque plant de piment entre 50 cm sur une ligne espacée de 1 mètre, j'aurai 200 pieds dans ce dispositif. Et dans ce dispositif, nous savons très bien que le piment, en moyenne, le rendement, c'est entre 1,5 kg à 2 kg, ça dépend des variétés. Et si j'ai 200 pieds dans ce dispositif, je me retrouve assez facilement avec 200 kg sur les 4 mois à 5 mois de production. Je n'ai qu'à simplement essayer, dans ma logique de production, que je fasse que ça coïncide à la période comme en hivernage, où réellement le prix du piment va coûter en moyenne 5 000 à 6 000 francs. Si j'ai 400 kilos, et je n'exagère pas, parce que on parlait à 200 kilos, 2 kilos par plant en hivernage, et si j'arrive à stabiliser que 1 kilo, ça me fait 200 kilos, ces 200 kilos-là, ça veut dire un plan, 1 kilo par plan, largement suffisant, juste 1 kilo par plan, pas plus ni moins. 1 kilo par plan fois 200 plans, ça me fait 200 kilos. 200 kilos multiplié par la moyenne 4 000 francs CFA, alors vous me direz exactement qu'est-ce que je peux avoir dans ce dispositif. Comme quoi, la maîtrise de l'agroécologie, la maîtrise aussi du vivant, mais la maîtrise aussi des interactions écosystémiques, mais surtout du type de semences que j'ai, me permet d'avoir beaucoup d'argent. Alors, cela dit, il faut quand même que nous prenions en compte que l'aspect de l'agroécologie prend également en compte tout ce qui est la science moderne, mais tout ce qui est la science endogène. Je suis agroécologue, je dois également un peu tendre l'oreille à la science moderne parce que d'habitude, nous n'avons pas le total contrôle de nos semences. Souvent, c'est le système qui nous donne les semences et le système nous fournit des semences avec deux références. Soit c'est des semences à croissance déterminée, soit c'est des semences à croissance non déterminée. Admettons pour une espèce qui se trouve être l'aubergine, je pourrais avoir par exemple le mangal, le calanda, qui est une espèce à croissance indéterminée, donc j'ai besoin de 1 mètre. Je pourrais avoir également l'espèce Black Beauty qui me fera 50 cm maximum. Si j'interviens, je fais intervertir les dimensionnements pour celui qui était censé être transplanté comme le calanda, alors je le prends comme le Black Beauty, alors je vais avoir juste une plante qui va en hauteur, qui ne va jamais me donner des fruits. Si, par contre, je prends le Black Beauty et je le raisonne comme le calanda, eh bien, je perds de l'espace. Parce que simplement, je pourrais me contenter d'une surface un peu plus restreinte. Voilà en fait un peu pour dire que l'agroécologie est très riche en savoir, tant en savoir endogène, tant en savoir scientifique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a une autre question de Tening Cissé. Allô, professeur? Oui, je vous en prie. Donc, elle demande s'il y a une ferme agroécologique à Dakar. Oui, vous allez aux fermes de 4 chemins. C'est un ami Rahimba. Vous lui direz que vous venez de ma part. Il sera ravi de vous faire visiter son site. Est-ce qu'on peut avoir ces contacts dans le chat après? Oui, oui, ferme de 4 chemins, je le vois là à côté, là. C'est bien ça, Rahimba. Alors, vous allez le voir. Alors, vous allez voir, toute l'agroécologie est là-bas. Je suis sûr. Professeur, je pense qu'on peut continuer. Alors, moi, j'ai une question, moi. Oui, je t'en prie, allez-y. Donc, du coup, j'ai sagement écouté ce que tu as développé depuis le début. Donc, du coup, on est en contexte de changement climatique avec aussi l'augmentation de la population. Oui. Les deux. Il y a l'augmentation de la population. Qui dit augmentation de la population
par l'augmentation de l'offre et de la demande. Tout à fait. Donc, comment ceux qui ont les fermes, par exemple, qui veulent s'aventurer, comment dirais-je, faire de l'agroécologie, comment ils peuvent alterner entre les zéro déchet, étant donné qu'on produit énormément de déchets organiques dans nos maisons, les utiliser pour en faire du compost pour nos cultures. Non, ça va nous permettre de fertiliser nos sols et d'avoir une agriculture saine et biologique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, merci beaucoup, Omar. C'est une question très intéressante. Mais il faut qu'on nous raisonnions un peu sur le standard de qualité. En fait, concrètement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pourquoi est-ce que opter, avant de parler de l'aspect économique, on va essayer de parler de l'aspect, par exemple, du vivant? En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme le système classique considère que le standard de qualité, c'est tout ce qui est joli, tout ce qui est beau, je vais au marché, j'achète des tomates qui sont très dodues et tout le reste. Ça, c'est l'aspect goût de par le visuel. Mais dans le corps, ça réagit autrement. En fait, dans le corps ne cherche pas ce qui est beau. Le corps, à l'intérieur du corps, le corps cherche ce qui est utile pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que je consomme un produit, à l'intérieur du corps, les enzymes le prennent et va maintenant, alors chaque nutriment va aller jouer son rôle. Si c'est des vitamines A, il va aller servir les yeux. Si c'est des vitamines E, il va aller servir la peau. Si c'est de l'énergie, il va aller faire ailleurs. Donc, pour dire que le corps n'a pas été préparé pour vivre une alimentation qui n'est pas organique. Le corps organique n'est pas synthétique. Qu'est-ce qui se passe quand je mange un produit qui a été infecté par l'engrais chimique, admettons? Alors, l'organisme va l'utiliser comme un placebo. Ça veut dire que les vitamines, nous le savons très bien, que quelqu'un peut être malade une fois, et tout de suite, le corps réagit et arrive à régler le problème. C'est parce qu'il a dû prendre recours sur les vitamines ou sur les quelques éléments du corps pour régler ce problème. Donc, on a tout intérêt à ce que le corps utilise des vitamines vraiment saines pour demain, si je rencontre des microbes ou demain, si mon corps a été agressé, que ce soit ces vitamines ou ces nutriments qui vont jouer en ma faveur, à condition que ça soit biologique. Si également c'est pour les produits chimiques, qu'est-ce qui se passe? Si je m'ingère un produit, par exemple, je mange par exemple un produit qui a été infecté par des produits chimiques comme des pesticides, une fois dans le corps aussi, mais tout naturellement, le corps le synthétise, mais ne le reconnaît pas. Vous allez dormir, mais détrompez-vous, le rein ne dort pas. Parce que simplement, chaque fois quand le sang contaminé par ce produit chimique passe par le rein va chercher à travailler. Chaque fois, il va chercher à travailler. Ce qui fait qu'on peut avoir 25 ans, mais dans son corps, on a un rein qui n'a pas arrêté de travailler durant les 15 dernières années que nous avons, plus que ce qu'il faut. Donc, on a un intérieur qui vient de faire 70 ans et on part. C'est ça la réalité, en fait. Est-ce que vous voyez un peu l'enjeu? Oui. Donc, il va falloir que l'information là puisse être assez claire que entre l'alimentation, c'est devenu un médicament. On ne mange pas parce qu'on mange pour se faire plaisir, mais on mange pour satisfaire le besoin du corps, pour grandir, pour régler nos problèmes de santé, pour régler nos problèmes du système immunitaire. Voilà, on mange pour ça. On ne mange pas parce qu'on veut manger. On ne mange pas parce qu'on doit manger. On mange parce qu'on est censé utiliser les éléments qui sont à la disposition, que ce soit animal, que ce soit végétal, et de l'eau, pour permettre à notre corps de vivre tranquillement et normalement. Mais l'économie est passée par là. Et comme l'économie est passée par là, les gens cherchent beaucoup plus de profils. Et le paradoxe, c'est que je vais utiliser de l'argent pour me faire plaisir, pour manger, et après, je vais encore réutiliser mon argent pour me faire une dialyse.
Donc ça, c'était juste une parenthèse. Et maintenant, pour dire que si je devrais faire une activité agricole selon l'agroécologie, le minimum, c'est que je puisse m'assurer que je peux gérer le problème du vent. Parce que le vent est un problème majeur dans nos systèmes agricoles. Par exemple, quelqu'un qui a son champ d'arachide qui fait autant d'hectares, il ne peut pas utiliser son champ comme il faisait d'habitude. Il faut qu'il utilise d'abord le maïs entre une espace bien régulière, peut-être des lignes de 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, et après utiliser tout dessous l'arachide, parce que simplement, le vent, les maïs vont jouer un bouclier contre l'effet du vent et ça va faire que les plantes ne seront pas agressées. Mais aussi, je dois tout faire pour utiliser du compost, comme je l'ai tantôt dit, parce que le compost joue un rôle essentiel dans l'écosystème actuellement de l'agriculture. On ne peut plus du tout faire de l'agriculture en mettant exclusivement que de l'engrais chimique. C'est comme si je disais que damay lekk cere te dama ci def lalo. C'est comme si en fait je mettais de la sauce dans du couscous sans le lalo, mais la sauce va aller tout au fond. Et le lalo, pour le sol, c'est le compost. Il faudrait qu'on en fabrique énormément. C'est le carburant du sol. Et une fois que le sol aura carburé le compost, c'est ainsi qu'il va nous fabriquer l'élément qui lui servira de vie. Voilà la réalité. Donc, pour ceux qui prétendent faire de l'agriculture, je leur suggère de se rapprocher des nouveaux systèmes actuels qui existent et qui pourra leur permettre déjà d'avoir un design agroécologique, qu'ils puissent aménager leurs champs selon un cadre bien spécifique et qui pourra également leur permettre de profiter de l'ensemble des interactions. C'est bon? Oui, nous avons aussi une nouvelle question. Bon, Oui. il y a quelqu'un qui demande s'il y a des institutions qui font la collecte des déchets organiques au Sénégal. Mais déjà, il y a vous, et que je salue au passage, vous faites du bon boulot, mais il y a aussi d'autres collègues qui font exactement le même travail et que je pense que ça devrait se massifier parce que au-delà de la nuisance que ça ferait les déchets organiques et les déchets solides et tout le reste, il y a aussi ce problème que potentiellement, comme nous l'avons vu sur la page que nous voyons là, les gaz à effet de serre proviennent potentiellement justement de ces déchets. Donc, vous êtes des sauveurs du monde en fait. Et je pense qu'on devrait vraiment encourager ce que vous faites. Mais Diédou, Oui. tu me donnes juste 3 secondes, le temps que je libère quelque chose, 3 secondes, pas plus, vous permettez, et pour toute l'assistance. Hein. En fait, aujourd'hui, je mariais ma fille et je dis juste au revoir à mes hôtes et après je reviens. C'est possible? Juste 2 minutes. Oui. Parfait, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, du coup, en attendant que le professeur revienne, on a parmi nous aussi une personne qui a une expérience dans le domaine de l'agroécologie. Irako Égypte, est-ce que tu peux allumer ton micro? On échange là-dessus en attendant que le professeur arrive. Irako, tu es là? Oui, merci beaucoup, mon frère. Bon, je commence d'abord à remercier notre professeur. Vraiment, il a parlé beaucoup de choses vraiment très importantes. Ça m'a forcément érigé. Ça m'a permis de renforcer mes connaissances en matière de l'agroécologie. Moi, personnellement, je suis aussi agroécologiste. Bon, je vous ai dit que je suis chercheur professionnel sur les plantes à racines et les tubercules. Dans ce que je fais depuis 15 ans de ma carrière professionnelle. Donc, je pratique l'agroécologie. Donc, je suis aussi intéressé
par les déchets organiques parce que dans tout ce que je fais, j'utilise les déchets organiques. Ça peut être des déchets organiques ménagers, ça peut être des résidus de récolte, ça peut être de la biomasse végétale ratissée, bon, comme le professeur a dit. Donc, toutes les qualités de matière organique qu'on peut avoir, donc, gestion de les valoriser. Je reviens aussi, bon, sur ma pratique agricole de l'intensification du manioc. Bon, c'est vraiment une pratique innovante. Bon, je dirais que c'est innovante ici au Sénégal, mais ça a été produit dans d'autres pays comme la RDC, là où j'ai passé, dans le pays comme la Mozambique et le Malawi, ainsi de suite. Bon, je suis en train de contextualiser ici au Sénégal. Donc, j'ai trouvé des opportunités parce qu'ici au Sénégal, vous avez une grande population dans les villes. Vous trouverez qu'à milieu villageois, là où j'ai passé, il y a peu de personnes. Il y a des exploitations encore non profitables. Il y a encore des espaces libres à profiter. Donc, je suis en train de chercher des institutions ici au Sénégal qui font la collecte des déchets organiques dans l'intensification du manioc parce que j'en ai tellement besoin. Donc, dans ma pratique, donc ce qu'on dit, il faut une sécurité alimentaire, laquelle sécurité alimentaire permet une production agricole durable et saine. Il faut que la population africaine mange plein une nourriture saine qui ne provoque pas de maladies. Donc, je me suis référé beaucoup sur la question du manioc, le pomme de terre et la patate douce. Premièrement, je suis en train de contextualiser le prototype et puis bientôt je vais produire le protocole. Donc, en plus de ça, bon, bientôt je vais commencer à adresser des risques de partenariat avec des associations, des firmes agricoles, là où je vais introduire la pratique. Donc, D'accord. avec plusieurs traitements sur le manioc. Et bientôt, je vais quand même commencer avec la patate douce et le manioc. Donc, je Ok, reviens sur la merci pratique beaucoup. du manioc pour ceux qui n'en ont pas encore entendu de cela. Donc, Il y a quoi? j'enseigne, j'oublie également la pratique qu'on Il y a appelle quoi? culture en force. Il a causé? Une pratique qui permet une Il a causé, production agricole. excusez-moi. Oui, il a causé. Oui, je suis là. Oui. Donc là, il y a, comme on n'a pas assez de temps en attendant que le professeur arrive, on va essayer de chacun de synthétiser et donner la parole à un autre. Il y a quelqu'un qui a levé la main il y a un bon moment pour qu'on puisse avoir son aperçu et D'accord, merci sur beaucoup cette pour le temps thématique. que vous m'avez accordé. Je pense que je vais revenir pour la pratique. Après, peut-être, quand vous allez me donner encore le temps. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Cher? Oui, bonjour à tout le monde. Salam alaikum. En fait, Alaykoum je vais salam. tout d'abord me présenter. Je suis dans le domaine de l'agroécologie et je suis ingénieur agronome spécialisé en microbiologie des sols, en biotechnologie végétale et en bioproduction de fertilisants. En fait, je suis CEO d'une entreprise qui est basée à Thiès et qui collecte de la matière organique, des résidus de cuisine, des résidus de récolte, des résidus des enclos pour les transformer en biofertilisants. Et dans ces biofertilisants, nous avons inoculé des micro-organismes décomposeurs pour aider les agriculteurs à la restauration des sols dégradés et pour conférer une résistance accrue vis-à-vis aux ravageurs, aux plantes et pour permettre une bonne croissance des plantes sans avoir besoin d'ajout d'engrais synthétiques. En fait, il y avait quelques personnes qui demandaient mon contact. Je vais envoyer tout à l'heure un message pour peut-être une collaboration et tout cela. Donc, nous sommes basés à Thiès et nous produisons des fertilisants en valorisant les déchets organiques et tout type de déchets de cuisine. Et voilà. Merci. Et
Merci beaucoup, cher. Gaël? Non, je voulais juste signaler à Cher que sa bouche était très très proche de son micro, donc on n'entendait pas bien. D'accord. Cher, est-ce que tu peux Non, essayer c'est bon, de c'est bon. synthétiser ce que tu... Je Oui, voulais c'est bon. juste pas que ça continue, mais c'est bon. Dans le comment, j'ai une question, cher. Parce qu'en parlant de compost, il y a une norme ISO qu'on a mis en place au Sénégal pour normaliser toutes les personnes et les entrepreneurs qui sont dans ce milieu. Parce que tu l'as dit quand tu parlais que vous utilisez les déchets organiques pour, comment dirais-je, pour vos cultures. Est-ce que néanmoins, avec cette norme ISO-là, vous l'appliquez dans ce que vous faites? Allô, j'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je disais que présentement au Sénégal, il y a une norme ISO qu'on a mis en place depuis un bon moment sur le compost pour normaliser toutes les entreprises qui sont dans ce milieu. Donc, étant donné que ton entreprise... Bon, actuellement, c'est pas trop si je suis dans ce réseau, mais actuellement, je suis dans le réseau Racine, un réseau de producteurs agroécologiques qui est à Thiès et à Dakar. Et bon, c'est tout. En fait, nous envoyons des échantillons au laboratoire pour faire des analyses biochimiques. Mais pour la normalisation, peut-être que voilà, si vous me donnez des renseignements à propos de ce réseau-là, je serai très honoré de pouvoir rejoindre ce réseau-là pour la normalisation. Parce que ça fait un bon moment que je cherche ce type de réseau, surtout dans la filière agroécologique et la production de fertilisants. Et actuellement, on collabore aussi avec la recherche pour améliorer la qualité de nos produits et l'adapter en fonction des types de culture. Donc, on collabore avec... Excellent, ça serait aussi bien de... Oui, continue. On collabore aussi avec l'IRD et là, au Sénégal pour développer des techniques innovantes et des produits qui peuvent alterner les produits chimiques. D'accord, merci beaucoup, cher. Yacine? Oui, bonsoir. Comment ça va, Omar? Ça va bien, alhamdoulilah. Alors moi, je voulais juste intervenir par rapport à ce que tu as dit, Omar, et par rapport à ce que Cher disait. Cher, ils produisent des biofertilisants, mais ces biofertilisants, c'est pas forcément du compost en fait. Donc, si tu lui demandes s'ils ont une certification ISO qui concerne le compost alors qu'ils ne font pas forcément du compost, je me dis que c'est pas vraiment adapté à leurs besoins, quoi. Parce que le biofertilisant, c'est pas forcément du compost. Et donc, je me présente pour Cher et les autres. Moi, c'est Yacine Maïga, ingénieur agronome aussi, et actuellement basé à Thiès. Mais moi, je suis plus dans la recherche, par contre, et amélioration des plantes. Et également bénévole à Dansonia. Merci beaucoup, Yacine, pour ta contribution et ces éclaircissements. Le professeur est de retour. Amdou, là, tu as 1 minute. Excusez-moi. On donne la parole au professeur. Excusez-moi. Si vous pouvez donner des Professeur, 1 minute, renseignements après sur on le te donne la réseau. parole. Ouais. Abdou, vas-y. 1 minute. Abdou? Okay. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Abdou. Oui, c'est juste que je voulais revenir sur les propos de Cheikh concernant sur le nom ISO. Oui, comme Yacine l'a dit, bon, pour les biofertilisants, c'est beaucoup de sous-composés.
Alors que pour le compost uniquement, bon, je ne pense pas qu'ils peuvent actuellement utiliser la norme ISO. Et pour leur entreprise, je pense qu'ils peuvent utiliser la norme ISO 45001, qui est l'ISO qui parle de l'environnement. Parce que quand on parle de biofertilisant, ça touche l'environnement. Et ça va aussi de pair avec les émissions de gaz à effet de serre qu'on est en train d'expliquer. Bon, je me présente, je suis Abou Diop, je suis dans un GIE Balal Thiès qui s'active dans l'agroécologie urbaine avec l'utilisation et le recyclage des plantes. Nous faisons aussi de la production du lombrico-compostage avec des lombriques qu'on utilise pour accélérer la processus de compostage. Et c'est ce substrat qu'on utilise pour faire nos plantes et ainsi de suite. Nous faisons des formations, des stagiaires venant des universités et des transformations. Merci beaucoup. Merci Abou. Et n'oubliez pas de mettre vos contacts dans le chat. Professeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Désolé, je disais au revoir à des amis. Donc, je disais que là, présentement, il faut simplement pour que tout un chacun puisse se dire comment est-ce que je devrais, en tout cas, investir sur l'ALI médicament. L'ALI médicament, c'est considérer que j'ai l'obligation d'avoir le strict contrôle de ce que je consomme, que j'ai l'obligation d'avoir le strict contrôle de ce que je fais émettre dans l'environnement. Parce que, admettons, dans les émissions de gaz à effet de serre, le fait de respirer, par exemple, quand je respire, je suis censé inspirer de l'oxygène, simplement. Mais comme présentement, notre environnement est composé d'autres gaz autres que l'oxygène, ben, tout naturellement, le corps va les synthétiser. Sachant que les globules rouges ne savent pas reconnaître, distinguer ce qui est gauche et ce qui est droit, ils vont synthétiser de l'oxygène, mais qui sera infecté. Donc, ils vont partir avec cette information. Et tantôt, on voit quelqu'un qui a des maux de tête, c'est parce que dans sa façon de faire, c'est signe d'intoxication, que peut-être que quelqu'un aura des crampes d'estomac, c'est signe d'infection, peut-être bien quelqu'un a des problèmes musculaires, c'est signe d'infection. Parce que dans le fond, le rôle des globules rouges, c'est d'oxygéner le corps. Alors, plus l'oxygène est pur, plus ils ont la capacité d'oxygéner le reste du corps. L'une des fonctions, en tout cas, du globule rouge. Et le rôle maintenant des globules blancs, c'est de jouer sur le système immunitaire. Mais pour pouvoir jouer sur le système immunitaire, il faut qu'on les nourrisse de qualité. Et pour les nourrir de qualité, ce n'est rien d'autre que des produits sains. La preuve, si j'essaie par exemple de faire de la pisciculture, ce n'est pas pour rien qu'on fait des études sur le pH de l'eau. Il suffit que le pH soit légèrement acide ou basique, les poissons meurent. Pareil aussi, quand je fais aussi une autre activité, il suffit que il y a une perturbation, tout de suite, ça se répercute dans le cadre de mon travail. L'agronomie aussi, c'est pareil. Il faut qu'on lui donne une fonction. Et pour le moment, les seules personnes qui jouissent très bien de l'agronomie, de l'agriculture, c'est les agro-industriels. C'est-à-dire des gens qui produisent que pour produire et que simplement que ce soit en masse, quelque chose de très joli, de très grand, mais qui vont empoisonner les gens. Il est temps que tout le système alimentaire puisse être déployé et puisse prendre les responsabilités. Que le consommateur ait connaissance de ce qu'il consomme, qu'il y ait le choix, mais aussi que le producteur prenne la responsabilité pour dire que, écoutez, je produis non pas pour intoxiquer les gens, mais je produis et pour faire vivre les gens, mais aussi pour contribuer en faveur de l'environnement. Mais également sur les métiers qui devraient accompagner également le système. Parce que si réellement quelqu'un qui prétend qu'il veut produire et que
il n'y a pas beaucoup la disposition de l'engrais organique n'est pas suffisante, mais il y aura problème. Si aussi quelqu'un qui veut produire et qui ne maîtrise pas trop comment est-ce qu'il pourrait fabriquer des biofertilisants, des biopesticides sur la base de la nature, ben également c'est un problème. Si quelqu'un également, par exemple, a s'y posé, posez-vous la question, pourquoi est-ce que le Nguera sénégalensis garde sa verdure et pourquoi est-ce que le Nguera sénégalensis n'est jamais perturbé, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne. Et curieusement, quand quelqu'un fait une agriculture, par exemple, avec, pour le mil ou pour l'arachide, la première chose qu'il va faire, c'est d'attaquer le Nguera sénégalensis, de tout enlever. Mais le paradoxe, c'est que quand il fait, s'il y a peut-être quelques pousses qui vont sortir quelque part, mais assez curieusement, là où il y avait l'Nguer, curieusement, c'est là où il y a les meilleures productions. C'est parce que réellement, il y a des choses qu'on ne connaît pas ou bien qu'on veut ignorer. Il suffit simplement d'aller en arrière pour essayer de voir. Quand je vais près d'un Nguera, je n'ai qu'à essayer d'aller chercher et de creuser. Et quand je creuse, je me rends compte que je peux creuser même à la main sans pour autant rencontrer aucune racine, parce que les racines sont très en profondeur. Et quand je viens le soir, même si en saison sèche, je vois que le sol que je trouve près du Nguera est humide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux reboiser, par exemple, un manguier, et que je le fais associer à un Nguera, je n'aurai pas du tout besoin, en tout cas, de trop d'efforts, parce que mon manguier va profiter de l'interaction qu'il y a avec le Nguera, et c'est valable aussi avec le Nguigis. Le Nguigis et le Nguera sont des très bonnes plantes que tu pourras associer avec d'autres cultures, et ces cultures-là, le Nguera va vous garder très bien votre plante, et peut-être bien que d'une manière même extraordinaire, jusqu'à ce que ça grandisse. Et quand ça grandit maintenant, vous favorisez la plante et vous faites agresser plus tard le Nguera. Pareil aussi, quand vous récoltez les feuilles de Nguera, vous les mettez dans un sac, les sacs de riz par exemple, et que vous les mettez garder quelque temps, le temps qu'ils se ramollissent, et que vous les faites un peu broyer, vous les macérez également dans de l'eau. L'eau que vous avez là, brute, vous les ferez diluer à 50-50, arrosez cette eau-là avec vos piments ou vos tomates ou vos aubergines, vous allez voir que vos plantes auront une tendance à supporter beaucoup plus les intempéries. Vous voyez un peu? Comme quoi, hein? Oui, on a deux questions sur ce que vous venez de dire. Tout d'abord, il y a une question, comment les déchets doivent-ils être traités avant d'être utilisés pour les plantes? Et la deuxième question, oui. La deuxième question, c'est quoi le Nguera sénégalensis? Ok. Bon, parce que déjà, il faut bon, dans le jargon un peu de choses, déchets. Alors, bon, par exemple, quand on va en forêt, ce qui est déchet, c'est plastique. Mais tout ce qu'on voit là à l'intérieur, fumier, tout ce qui s'ensuit, la nature a la capacité de gérer ça et de l'utiliser à sa faveur. Donc, si je prends par exemple de la matière organique, et que je le mets dans le sol, par exemple, beaucoup de gens qui ont des cultures tomates, aubergines et toutes ces solanacées qu'ils ont en saison de pluie, bon, ça va bien végéter. Et ça va faire vraiment une très belle ramification parce que le sol est submergé, gorgé d'eau, et aussi que les racines vont aller dans tous les sens. Donc, la plante va avoir une masse assez importante. Mais assez curieusement,
plus l'hivernage s'en va, plus cette plante a tendance à régresser. Et qu'est-ce que les gens ils font? Ils viennent pour la plupart du temps, parce que c'est normal, parce qu'ils vont voir que la plante dépérit. Et comme la plante dépérit, dans leur entendement, c'est un problème lié à l'eau. C'est normal, c'est vrai. Mais ce n'est pas exactement de la manière dont je dis qui était la bonne formule, parce qu'ils viennent sous le tronc, ils font des cuvettes sous le tronc, ils remettent de la matière organique là-dessus, et d'habitude, ils arrosent là-bas. Ce qui va se passer, c'est que dès lors que la matière organique est en contact avec l'humidité, tout de suite, et je dirais, il y a des micro-organismes qui vont venir et leur rôle, c'est de dégrader la matière organique. Et ces micro-organismes qui dégradent la matière organique n'est pas compatible avec la plante, ni avec le tronc, ni avec les racines. Parce que leur fonction, c'est de dégrader. Comme leur fonction, c'est de dégrader, autant ils vont vous dégrader la matière organique, autant ils vont vous dégrader et la racine ou bien le tronc. Donc, c'est très déconseillé de mettre de la matière organique non décomposée à proximité des racines, à proximité du tronc, à proximité d'une plante dont on est en train de produire. Si on le fait, on a une forte chance de créer des conditions. Alors, et ces conditions, c'est la germination de spores qui vont plus tard alors, attaquer mes plantes. Donc, les déchets, on les fait composter et après le compostage, soit on utilise le compost brut, soit on fait un purin du compost pour arroser ce purin sur la plante. Merci beaucoup, professeur. Il y avait Yacine qui avait une question qui avait levé la main. Yacine? Ah non, désolé, c'était la main depuis tout à l'heure avec Cher. D'accord. Ouais. Mais pour le prof, il y avait des gens qui demandaient c'était quoi le Hiera senegalensis. Ah, c'est l'enguerre. Oui, et ils demandaient c'était quoi exactement les qui sont exploitées, quoi. Comment? Les propriétés qui sont exploitées, les propriétés du Hiera senegalensis qui sont exploitées. Ben, là, présentement, en pharmacopée, c'est très utilisé parce que ça lutte contre les toux. Alors, dans d'autres, pour nous en agroécologie, alors on dit que si j'arrive dans un champ, par exemple, admettons pour nous tous, par exemple, admettons nous humains, quand nous allons quelque part, ce qu'on cherche d'habitude, c'est on va se réfugier sous l'ombre des arbres, ou en tout cas, on va se réfugier sous l'ombre de quelque chose. C'est pareil aussi avec les micro-organismes du sol. Quand le sol est agressé, les micro-organismes ne vont pas du tout accepter de mourir. Ils vont tout simplement se réfugier sous les ngueras, ou bien sous les arbres qui ont potentiellement un microclimat acceptable. Et pour la plupart du temps, les ngueras, c'est des espèces de plantes qui retracent la génétique de ce type de sol dont elles appartiennent. Par exemple, quand il y a un nguera, c'est d'habitude une plante qui a fait 30 ans, qui a fait 50 ans, qui a fait 100 ans, je ne sais pas. Mais souvent, c'est des plantes qui étaient là-bas très longtemps et très longtemps. Et pour la plupart du temps, c'est des espèces de plantes qui ont toutes les traces génétiques de votre type de sol. Donc, plus il y a un nguera dans votre sol, plus vous avez une chance d'avoir un sol qui est riche. Donc, au lieu de les agresser, je pense que le mieux, c'est de les gérer. Merci beaucoup, professeur. Excusez-moi, Oumar, je me permets de prendre la parole. Je gère le chrono en même temps et il nous reste 7 minutes pour être dans les temps. Donc, je propose qu'on termine les slides et à la fin, on prend les questions. Excusez-moi. Parfait. Alors, là, on est le tableau que nous voyons là. C'est certainement le tableau le plus intéressant. Et bon, moi, en tant que maître formateur, je ne peux pas quitter chez moi, aller quelque part avec des idées prédéfinies dans l'intention d'aller former qui que ce soit. Là, présentement, la formation, on la co-construit avec la communauté. On ne peut pas venir
avoir ici une fiche technique pour dire qu'avant même de rencontrer la communauté, je dirais à l'issue de la formation que je dois peut-être bien que la formation s'adapte à cible. Peut-être bien que vous êtes en train de leur dire des choses qui ne les intéressent pas. Peut-être bien que vous dites des choses qui les intéressent, mais le mieux, c'est de voir l'écart entre le problème dont la communauté est en train d'être confrontée et l'écart de ce qu'ils en connaissent et l'écart de ce qu'ils n'en connaissent pas. C'est là où justement devrait intervenir l'appui, bien l'assistance. Et aussi se dire que depuis la nuit des temps, la communauté a des savoirs, des connaissances et des réelles connaissances et des réels savoirs. Par exemple, personnellement, j'allais quand j'étais jeune, j'allais avec mon grand-père sur le terrain, ben, je le traitais de fou. Je le traitais de fou parce que je le voyais qu'il jouait avec les insectes. Parce qu'il avait une petite canarie et dans la canarie-là, il mettait de la paille à l'intérieur, il le posait quelque part et plus tard, il y avait des insectes qui étaient dedans et ces insectes, il s'est avéré que c'était des termites. Et quand il y a beaucoup de termites, il prenait la vase et qui allait donner ça aux poules. Et je disais que mon grand-père était fou parce qu'il jouait avec les insectes. Dans le fond, il était en train de piéger les termites après pour aller remettre ça aux poules, que les poules le picotent. Et aussi, il faisait quoi? Il prenait de l'argile accompagné de la bouse de vache et il faisait de petites boulettes avec des trous à l'intérieur et il mettait à l'intérieur des graines. Et ces graines-là, il les garde quelque part jusqu'à ce que ça germe et c'est là après qu'il va aller les faire germer. Et jusqu'à présent, je disais qu'il était fou parce que je disais qu'il jouait avec le sable. Mais en fait, il ne jouait pas avec le sable. Il venait à l'époque de fabriquer des alvéoles. Parce que c'était pour lui une façon de semer des graines dans un environnement contrôlé jusqu'à ce que les graines germent et puissent les déplacer plus tard. Et d'habitude, il faisait ça avec des pastèques. Parce qu'il disait que s'il fait les pastèques, s'il les semait, alors les écureuils vont les déterrer. Donc, il les mettait déjà dans ces types d'alvéoles qui étaient de l'argile et qu'il faisait maintenant, qu'il transplantait avec la motte d'argile quand la graine aura germé. Aussi, il prenait de l'argile avec de la bouse de vache et de l'eau qui contenait du piment. Alors, et on faisait des boulettes. Et ces boulettes-là, il les faisait brûler et ça faisait sécher les mouches qui attaquaient ces vaches. Et tout ça, c'est des connaissances qui sont là, endogènes, et qui marchent très bien. Et je pense qu'il va falloir qu'on les réactive parce que là, présentement, c'est des technologies qui marchent très bien. Donc, pour dire que ces magies de l'ancien temps-là et ces pratiques de l'ancien temps, c'est des connaissances qu'il faut absolument essayer d'aller collecter et qu'il faut se l'approprier et pourquoi pas essayer de lui donner un sens. Alors, je pense que c'est le dernier slide. Alors, Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. On a beaucoup appris ce soir. Et maintenant, vous avez vu qu'à plusieurs reprises, j'ai dit qu'il faut que ceci, qu'il faut que cela. Donc maintenant, on va essayer de voir parmi tout ce qu'on a dit, peut-être bien qu'on va revenir par secteur, essayer d'aborder qu'un sujet. Par exemple, à tout ce qui est biopesticides, ne parler que biopesticides. Peut-être bien que j'ai vu sur le chat qu'un ami parlait de bokashi. C'est excellent le bokashi. C'est formidable le bokashi. Alors, dommage qu'on ne peut pas avoir tout le matériel pour le fabriquer, mais si quelqu'un arrive à le fabriquer, c'est vraiment une substance extrêmement évoluée. Et aussi, autre chose, peut-être que j'aimerais bien vous partager, quand vous achetez des alvéoles, des pépinières sur alvéoles, gardez-vous d'aller tout de suite les transplanter tout de suite dans un sol, vous risquez d'avoir des problèmes. Les alvéoles ont été conçus avec un substrat extrêmement évolué
qui fait que la plantule à l'intérieur est une plantule assez bien entretenue, assez bien alimentée et qui est très riche à l'intérieur. Donc, c'est une plantule qui a été gâtée en nutriments. Maintenant, si j'achète les alvéoles et que je l'amène chez moi, et que là où je l'amène, ce n'est pas compatible avec le milieu même où la plante a grandi, et que je le transplante, la plante aura tendance à tournoyer ses racines autour de la motte. Parce qu'elle est intelligente. Elle n'a rien à faire quelque part où réellement, elle sait que si elle va ailleurs, elle ne va rien trouver, mais elle va pas se gêner. Elle va juste tournoyer autour de la motte et là, vous venez de perdre le développement racinaire. Et d'habitude, les plantes qui ont cette configuration, c'est des plantes d'habitude qui sont latérales. Donc, si j'ai des alvéoles que j'ai achetées, vous voyez qu'il y a des trous tout en fait derrière, que je dois venir, je mets de l'eau, déjà de l'eau dans mon sol, jusqu'à ce que ça soit imbibé, et je fais tout pour que l'alvéole touche, le fond de l'alvéole touche mon sol. Il faut que je l'acclimate déjà dans mon milieu. Et quand je l'acclimate dans mon milieu, pour que la plante tout de suite, avant que ça ne quitte le lieu, ait entre guillemets les deux types de sol. Le sol qui a été le sol de ma culture, mais aussi le sol qui m'accueille. Il faut que je les apprenne avant que je vais sur la place. Sinon, si vous le transplantez tout de suite, qu'est-ce que vous risquez d'avoir? Vous risquez d'avoir une plantule qui risque de perdre sa vitalité dans un premier temps, ça va jaunir, et plus tard, qui va risquer de perdre ses feuilles jusqu'à ce que ça ne reste que le tronc, et pour favoriser de nouvelles feuilles. Et en ce moment, je vous assure que vous venez de perdre une bonne partie de votre récolte parce que c'est du temps qui était censé aller sur le seuil de production, mais qui lui fait retourner en arrière. Donc, vous diminuez une partie de la production. Comme quoi, que c'est très bien la modernisation, mais qu'il faut le faire avec vraiment beaucoup de science et un peu qui touche la raison. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements. Donc là, il y a on a beaucoup de questions, mais on n'est pris par le temps. Pour ceux qui qui souhaiteraient approfondir ces questions avec le professeur, là, on va partager ses contacts dans le chat. Slide. Gaël, tu es là? Oui. Donc, du coup, je disais merci beaucoup, professeur, pour ces moments très bons, riches en échange. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Chaque fois, on en apprend un peu plus sur l'agroécologie. Et voilà, donc, là, pour la prochaine session qui fait suite à notre série de déchets sur les déchets organiques au Sénégal, on aura l'occasion de discuter avec Marion de l'association Zéro Déchet Sénégal pour parler du compost dans les restaurants. Après, on aura le jeudi 28, avant la visite qu'on fera à Mbogos, on accueillera Ndeye Rose, comment ça s'appelle encore? Ndeye Rose Ndiaye, une des ramasseuses de Mbogos, pour parler de, comment dirais-je, des composts. Donc là, après, pour clôturer la série de déchets organiques de ce mois de novembre, on se rendra à Mbogos. Donc, les intéressés peuvent nous écrire sur notre numéro, même nous contacter sur le mail. Ça sera un plaisir de partager ces journées avec vous et les acteurs qui travaillent dans ce milieu. Donc, n'oubliez pas aussi de rejoindre notre communauté. Il y a la communauté générale, communauté adansogna.green, et aussi, on a aussi notre groupe WhatsApp bénévole organique, dont on aura aussi l'occasion de discuter davantage des questions qui touchent les déchets organiques au Sénégal, et plus particulièrement de notre projet compost dans les écoles qu'on va bientôt développer dans les écoles qui sont à Dakar
et dans les autres régions. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir pris le soin de nous écouter, d'écouter aussi les conseils et les orientations du professeur Malik Sow. Merci et bonne soirée à tous. Omar, il y a des gens qui demandent les contacts du professeur. Oui, je vais les mettre dans le chat. Parfait. Je vais les mettre dans le chat avant qu'on se quitte. En tout cas, j'ai été moi-même très ravi. Et comme toujours, on dit souvent en agroécologie, c'est le partage. C'est le partage parce que compte tenu de l'urgence que solutionner l'agroécologie, on a tout intérêt à ce qu'on soit en mutualité, à ce qu'on soit en synergie, parce que le défi est très grand. Et plus on est au courant de la situation, plus on aura à agir ensemble et mieux je pense que nous aurons une chance de régler ce problème dont nous sommes tous concernés. En tout cas, c'est avec grand plaisir et je reste à votre disposition chaque fois que besoin sera, Inch'Allah. Et portez-vous bien. Allez, bonne soirée à tous. Merci. Encore, merci beaucoup, professeur. Allez, ciao. Merci et bonne soirée à tous. Au revoir, merci. Merci, mais n'oubliez pas la série. Hein, C'est ça que je voulais dire, même Chérif. On va changer la